Alors, l'objet de l'intervention de ce soir est de vous parler du caractère patrimonial des carrières. Alors, leurs traces dans le paysage, les vestiges du mobilier d'extraction et de transformation, globalement la mémoire de cette activité. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur le recensement des carrières que le service du patrimoine de la région Pays de la Loire a mené sur le territoire régional de 2011 à 2014. J'exposerai donc les raisons qui ont amené à conduire ce recensement, la méthode que nous avons utilisée et les vestiges que nous avons pu trouver sur le terrain. Je m'appuierai sur de nombreux exemples de sites du pays du vignoble nantais, mais pas que, afin de vous montrer toutes les facettes régionales de ce sujet. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette étude? Pourquoi l'extraction? Tout d'abord, la région possède un sous-sol diversifié. Il est difficile d'accoler un seul matériau à la région, comme on peut accoler le granit à la Bretagne ou le grès aux Vosges. La région Pays de la Loire est aussi bien connue pour les ardoises de Trélazé, le tuffeau ligérien, le granit de Bécon-les-Granites, le porphyre de Voutré ou les terres cuites d'Herreri. Cette diversité est liée à son positionnement, à la confrontation de trois massifs et bassins. Donc, le massif armoricain à l'ouest, le bassin parisien à l'est et le bassin aquitain au sud. À l'ouest sont donc situés les gisements de granit, schiste ardoisier, mica-schiste, gneiss. À l'est et au sud, on va trouver les gisements de sable, calcaire, falin et argile. Le sous-sol du pays du vignoble nantais appartient majoritairement au massif armoricain, d'où la présence de trois types de roches. On va trouver du granit, du gabbro, c'est la tache rouge que vous voyez, les roches métamorphiques avec le schiste et le gneiss qui sont en rose, donc par ici, et sur la frange est, les roches sédimentaires avec le sable, l'argile en jaune et vert pâle. L'ensemble de ces matériaux a été extrait de tout temps. Tous les villages et les bourgs avaient leurs carrières. Car comme il s'agit d'un matériau pondéreux, dont le coût du transport est relativement élevé par rapport à sa propre valeur, les sites de production sont implantés à proximité des lieux de consommation. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on va recenser trois types de carrières. Les carrières privées. On va extraire dans son jardin pour construire sa maison. Ici, c'est l'exemple de pin-bœuf. Donc, en bleu pâle, vous avez des petits carrés qui représentent les carrières qui ont servi à construire le front bâti qui est en rouge. Deuxième type de carrière, c'est ce qu'on va appeler les carrières coopératives, qui sont détenues par plusieurs propriétaires. Dans le vignoble, et plus précisément à Vertou, Patrick Hamly, dans un article paru dans la revue Regard sur Vertou, fait mention d'une carrière considérée comme un commun de village. Donc c'est un sujet qui est actuellement étudié par Marion Henriard, qui vous fera, je crois, une conférence au début d'année prochaine, si je ne me trompe pas. Donc en 1817, un acte officiel de propriété est établi au profit de 44 habitants du village du Chêne. Ce dernier offre la possibilité aux acquéreurs d'y prendre des pierres sans indemnité. La commune qui, à ce moment-là, présente lors de la réalisation de cet acte de propriété se réserve aussi le droit de prendre des pierres pour ses chemins. En 1871, l'association des copropriétaires du coteau du Chêne concède le droit d'extraction de la pierre à des entrepreneurs et en fixe le prix. Dernier type de carrière que l'on trouve au 19e, les carrières publiques. Chaque administration, commune, département, État, possédait aussi sa propre carrière réservée à l'entretien de ses chemins et des routes, comme en témoignent les archives. Et là, je vous ai mis une archive que j'ai trouvée aux archives départementales. En 1869, le maire de Valette se plaint au préfet que l'administration des ponts et chaussées, donc l'État, utilise une carrière communale réservée à l'entretien de ses propres chemins. Réponse de l'administration, je cite, « Vos cantonniers viennent bien puiser des pierres dans les carrières des ponts et chaussées sans objection de la part de ceux-ci. Il serait bon que l'inverse se fasse. » On voit les règlements de compte entre administrations, mais ça montre bien que les carrières à la fin du XIXe siècle deviennent un véritable enjeu pour les administrations. Car à partir de la fin du XIXe, les besoins en matériaux vont s'accroître.
On va avoir besoin de pierre pour le réseau routier, besoin de ballast pour le réseau ferré qui est alors en plein développement. Et on va avoir besoin de chaux pour l'amendement des terres. De grandes sociétés spécialisées dans les matériaux d'empierrement et de ballast se mettent alors en place et font évoluer les techniques. Avant les années 1920, l'extraction est exclusivement manuelle. C'est ce qu'on voit sur cette carte postale d'Aigrefeuille, dans la carrière d'Aigrefeuille, de granit. On utilise la pioche et la masse pour couper, et les baramines et des charges de poudre pour la perforation et pour faire exploser les pierres, le coteau. À partir des années 20, la mécanisation se répand. Apparition des marteaux perforateurs pneumatiques pour pouvoir creuser et mettre la charge. Les pelles mécaniques apparaissent. Les concasseurs sont des machines qui vont réduire les grosses roches en petites pierres. Les camions et wagonnets remplacent les chevaux et les bœufs pour le transport des matériaux. Ces nouvelles machines permettent d'augmenter les capacités de production. On passe des petites carrières privées à destination pour la construction de quelques maisons à de beaucoup plus grosses carrières. Les matériaux vont être exportés plus loin et de nombreuses carrières vont s'implanter à proximité de la voie ferrée. Alors dans le vignoble, il n'y avait pas de carrière embranchée sur la voie ferrée. En revanche, les carrières étant majoritairement implantées sur le coteau, le long de la Sèvre ou de la Maine, l'exportation se fait par voie d'eau. C'est ce qu'on voit ici à Château-Thébault, où il y avait on voit les déversoirs en fait, qui déversaient dans les bateaux qui repartaient le long de la Maine. Alors, contrairement à certains territoires, les carrières du vignoble n'ont jamais dépassé la trentaine de salariés. La carrière de la Rairie à la Foissière occupe en moyenne, à la fin du 19e, dans les années 20 ouvriers. Les carrières les plus importantes sont celles de Gorges et de la Foissière, la Faubretière, avec une cinquantaine d'ouvriers. Il n'a pas été retrouvé de mention de besoin de main-d'œuvre étrangère. Et je précise, je parle bien ici des carrières et non des mines, car ce n'était pas le cas pour les mines d'uranium. Dans certains secteurs géographiques, comme la Vendée, pendant l'entre-deux-guerres, ce sont 3 à 4 000 carrières et tailleurs de pierre qui sont employés dans plus d'une centaine de carrières. En 1939, le préfet de Vendée écrit « L'exploitation des carrières constitue, en dehors des usines de conserve, l'unique industrie de ce gros département rural qu'est la Vendée. » Pour vous dire à quel point cette industrie est importante, on ne songe pas forcément en fait, à cette filière industrielle, mais pour montrer à quel point elle est importante. Après la Seconde Guerre mondiale, l'extraction connaît un nouvel essor avec la reconstruction. La demande concerne essentiellement les granulats pour les constructions en béton. Et ce besoin se poursuit jusque dans les années 1975 avec les grands travaux d'aménagement du territoire et une forte expansion urbaine et industrielle. Alors aujourd'hui, cette activité industrielle est toujours aussi importante. 220 carrières en activité en 2014 en région Pays de la Loire. La région est la seconde région de France pour la production de matériaux. Le pays du vignoble comptait une quarantaine de carrières entre la fin du 19e et les années 30. Aujourd'hui, elle compte 6 carrières en activité, 4 carrières de roches massives, la Faubretière à la Foissière, la Margerie à Gorges, le Paty à Vieille-Vigne, la Touche à Valette. Ce qui est intéressant de noter sur ces 4 carrières de roches massives, c'est qu'elles sont ouvertes, toutes les 4, depuis les années 20. Donc elles ont pratiquement 100 ans d'existence. Il existe aussi 2 carrières d'argile à Valette et à la Boissière du Doré. Mais contrairement au 19e et à la première moitié du 20e siècle, l'extraction aujourd'hui se concentre uniquement sur la production de granulats. 70% de ce qui sort des carrières est aujourd'hui des granulats, c'est tous les petits points rouges que vous voyez, et 30% sur l'extraction de sable, c'est tous les petits points jaunes et bleus. Il n'y a plus d'extraction d'ardoise aujourd'hui en Pays de la Loire, Trélazé a fermé en 2004, il n'y a plus d'extraction de granit, il ne reste plus qu'une seule carrière de tuffeau dans le Saumurois et une seule carrière de marbre en Mayenne. Donc, outre ce sous-sol riche et l'histoire industrielle qui lui est liée,
Le deuxième argument pour étudier les carrières réside dans la fragilité des vestiges paysagers et mobiliers. Je vous ai mis ici une photo d'une carrière à Avessac où rien ne laisse deviner qu'il s'agit d'une carrière. Et à droite, le chevalement en bois de la Pouèze, témoin de l'extraction de l'ardoise. Ce chevalement est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1999, car, à l'époque, c'est l'unique témoignage d'un chevalement en bois encore en place en Europe. Il s'effondre en 2011. Donc depuis, il a été reconstruit à l'identique et inauguré en 2014. Enfin, dernier point, il n'existait pas d'études de synthèse sur cette filière en région Pays de la Loire. Le service du patrimoine avait réalisé 2 études de filière sur les ardoisières en 1988 et sur l'uranium en 1996, des études sur des sites majeurs comme les terres cuites des Rairies et quelques notices dans le cadre des inventaires topographiques, mais aucune étude globale n'avait été réalisée sur l'activité extractive. Une fois l'intérêt de l'étude posée, restait à en déterminer les objectifs. Le premier, dresser un tableau général de l'activité d'extraction, passée et actuelle, avec une typologie des vestiges bâtis et paysagers. Le second, identifier les lieux d'extraction afin d'enrichir la connaissance sur les modes de construction du bâti environnant. Alors, comment avons-nous procédé ? En premier lieu, il nous a fallu préciser l'objet du recensement. Le code minier distingue la carrière de la mine en fonction du type de substance extraite. La carrière est une exploitation qui repose sur l'extraction de matériaux de construction, granulats, pierre de taille, ardoise, argile, tourbe. La mine est un site d'extraction de combustibles et de métaux, fer, uranium, or, houille. La confusion est courante entre les termes mine et carrière, car les techniques, le mobilier d'extraction sont le plus souvent identiques. Je vous ai mis ici 2 chevalements. L'un était dans une carrière d'ardoise à Renazé, l'autre dans une mine de houille à Chantonnay. C'est vrai qu'on a, vous le verrez par la suite, on peut parler de carrières à ciel ouvert, de carrières souterraines, comme il peut y avoir des mines à ciel ouvert et des mines souterraines. Afin d'avoir une vue globale sur la filière, nous avons recensé également les ateliers ou usines de transformation de la matière extraite, les ateliers de taille, les briqueteries de tuileries, les fours à chaud, les cimenteries, les usines d'enrobés. Pour précision, les mines avaient fait l'objet d'un recensement, on va dire, plus documentaire, n'ont pas fait encore à l'heure actuelle de recensement systématique sur le terrain. L'ensemble des sites a été recensé sans limite chronologique. Donc on s'est intéressé à des carrières qui ont pu être ouvertes en 2000-2004 et qui sont encore en activité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéressait, c'était de comprendre l'évolution du matériel d'extraction, notamment sur des sites ayant une activité continue depuis le XIXe siècle. Et puis d'apprécier la morphologie des sites, car une fois l'activité terminée, les 4/5e ne sont plus aussi lisibles. On ne peut plus lire la hauteur du front de taille et le type de front de taille. Ici, une carrière de porphyre, la carrière de porphyre de la Kabylie, qui est exploitée depuis 1858 à Voutray. Alors, le recensement s'est déroulé en 3 phases. Une étude documentaire qu'on a ensuite confrontée au terrain. Ensuite, on a saisi les données. Donc, les bases de données du BRGM, le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière des Pays de la Loire, ont constitué la ressource première de ce recensement. Sur la base de données Observatoire des matériaux sont recensées une grande partie des carrières et sont délimitées, comme vous pouvez le voir ici, en violet. Le recensement s'est appuyé également sur les travaux de l'inventaire du service du patrimoine. Ici, la notice d'inventaire sur la carrière de la Canterie à Saint-Fiacre, que ma collègue Sylvie Mounier avait réalisée lorsqu'elle avait réalisé l'inventaire de la commune de Saint-Fiacre. Les archives ont été dépouillées. Alors, essentiellement celles du service des mines qui dépendent des services des ponts et chaussées. Les premiers inventaires datent du milieu du XIXe siècle. Comme je vous l'ai dit, à partir du XIXe siècle, le réseau routier se développe
et ça engendre une multiplication des carrières. Mais cet accroissement des lieux s'accompagne aussi d'une augmentation des accidents. Les préfets vont alors solliciter les maires pour connaître l'état des carrières sur leur commune. Ce document mentionne le nom de la carrière, de l'exploitant, la nature du matériau, la superficie, l'utilisation. Alors c'est une précieuse photographie de l'état des carrières pour le milieu du XIXe siècle. Il reste néanmoins aléatoire, car il dépend des bonnes volontés des maires à répondre au préfet. Nous avons trouvé aussi dans les archives de nombreux articles de presse. Alors, je vous ai mis des choses qui concernent le territoire. Les enquêtes publiques sont aussi conservées. Alors, ce qui est parfois très surprenant, c'est effectivement on peut trouver donc les registres, parfois avec des documents sonores. Ici, une cassette où un riverain, lors de l'enquête publique liée à la mise en place d'une unité de concassage dans la carrière de la Faubretière en 1980, un riverain avait enregistré les bruits des différentes machines avec les mentions de 0 à 60 secondes la chargeuse, de 60 à 140 le concasseur et ensuite la perforatrice. Il avait enregistré tous les bruits et c'est bien précisé, bruit entendu au pied de sa porte. Donc on retrouve majoritairement des documents à partir de 1860. Beaucoup de plaintes de riverains concernant les tirs de mines ou les risques d'effondrement de terrain. La bibliographie, les ressources du centre de documentation de la région ont complété ces données historiques avec la consultation des études d'historiens ou associations historiques, donc comme le travail du groupe de recherche de la commune de La Foissière ou l'article, je vous ai cité l'article de Patrick Hamelin sur le coteau du Chêne à Vertou. Nous avons scruté les photos aériennes, donc ici la carrière de la Faubretière et la carrière des Pièces à la Chapelle-Basse-Mer. La carrière des Pièces est une carrière qui est exploitée depuis 1976. On y extrait du schiste, du schiste pour le dallage et des pièces décoratives. Le reste était concassé pour les couches des chaussées. Elle est actuellement en cours de comblement. Les cartes IGN ont été analysées avec un relevé systématique des toponymes comme carrière, four à chaud, briqueterie, tuilerie, sablière. Ici, les argilières au nord de Valette. Donc surtout pour les argilières, parce que les argilières, quand on est sur le terrain, vous verrez des photos, une argilière comblée ressemble à une mare. Et donc, c'est plus souvent les cartes IGN qui nous ont indiqué qu'on pouvait trouver des carrières d'argile. C'est la juxtaposition de ces petits rectangles. Dans un second temps, toute cette documentation était confrontée au terrain. Il s'agissait de vérifier l'état des sites et la présence ou non de vestiges mobiliers et d'identifier quelques bâtiments construits avec les matériaux des carrières. Et donc, j'appuierai sur l'importance de la phase documentaire préalable. Comme il a été dit précédemment, rien ne distingue plus une carrière qu'une mare. Et seule la documentation ou un œil averti, et je dis bien et encore, peut permettre d'identifier un site comme étant une carrière une fois sur le terrain. Je vous ai mis ici l'ancienne sablière à Bretignolles-sur-Mer, qui est désormais utilisée comme piscine, et c'était une ancienne carrière. Voilà. Les données ont ensuite été saisies dans un tableur composé d'une trentaine de champs répartis en grands thèmes, iconographie, localisation, descriptif technique, historique et patrimonial. Alors, qu'a-t-on retrouvé sur le terrain ? Tout d'abord, ce recensement a montré une diversité des paysages laissés par l'activité d'extraction. On a trouvé deux grandes catégories de carrières, les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. Donc, dans les carrières à ciel ouvert, on a différencié celles à sec, celles en eau. Si les zones de ramassage de pierres en surface ne sont pas à proprement parler des carrières, elles n'en constituent pas moins une ressource en matériaux et identifiée comme telle dans les archives et la tradition orale. On en retrouve dans les terres et sur le littoral. Le terme chiron, utilisé dans le secteur allant de Villers en Maine-et-Loire jusqu'aux Herbiers en Vendée, ou alors le terme perron, utilisé dans la région de Montsoreau, désigne des blocs de granit disséminés dans les champs. Ces blocs étaient débités afin d'empirer les routes ou, en fonction de leur forme, utilisés pour la construction des pierres tombales ou des rouleaux. Autre exemple de ramassage de pierres de surface,
avec ce site, le site du Rocher du Pont-Dieu à Notre-Dame-du-Mont en Vendée. Donc c'est vrai, quand on se promène sur la plage, rien ne laisse imaginer que ces pierres-là ont servi à construire des maisons ou à empirer les routes. Là, c'est les archives qui nous indiquent ce lieu. Le maire avait autorisé les habitants à s'acquitter de leurs impôts en échange de ce ramassage pour l'entretien des chemins. La préfecture demanda l'arrêt de cette extraction pour cause de déstabilisation des plages, mais la commune s'y opposa, arguant de la difficulté des habitants à payer leurs taxes en monnaie. Deuxième catégorie de carrières à ciel ouvert, en terrain sec, avec les carrières à flanc de coteau. Alors, c'est le type de carrière le plus souvent rencontré lors du recensement. On les trouve à la fois en milieu rural, sur les côtes ou en ville. Cette configuration permet d'extraire la roche le plus facilement. On ne va pas avoir besoin de treuil pour sortir les blocs et on ne va pas avoir besoin de pompe, d'exor pour extraire l'eau d'infiltration ou l'eau qui s'accumule. L'activité extractive se laisse voir à travers les traces d'emplacement des blocs excavés ou par les trous laissés par l'emplacement des coins ou des baramines. Alors, le pays du vignoble recèle de nombreuses carrières à flanc de coteau, comme je vous l'ai dit, en bordure de la Maine, de la Sèvre. Ici, la carrière de Pontcafino. Cette carrière est située en bordure de la Maine. Elle est mentionnée dès 1865 dans le recensement départemental des carrières, le fameux recensement qu'avaient mené les préfets. Et elle fut exploitée jusqu'au milieu des années 70. Autre exemple d'exploitation à flanc de coteau avec les carrières du littoral, qui sont essentiellement situées sur la presqu'île guérandaise. Ici, une ancienne exploitation de granit à Besse-sur-Mer, qui fut particulièrement intense au XIXe siècle, reconnaissable aux mares, aux contours géométriques et aux fronts de taille abruptes. Dernier exemple de carrière à flanc de coteau, avec la célèbre carrière de Misery à Nantes. On a retrouvé peu de vestiges de carrière en milieu urbain, pour l'essentiel à Angers et à Nantes, du fait de l'expansion des villes qui ont colonisé ces espaces. Troisième catégorie de carrières à ciel ouvert en terrain sec, c'est celle dite des carrières en fosse. On va extraire des carrières en fosse essentiellement du granit, du grès, du schiste ardoisier ou du gneiss. Ces fosses peuvent atteindre jusqu'à 120 mètres de fond. Alors on a deux types de profils pour les fosses. On va avoir soit un front de taille unique, soit un front de taille en gradin. Ici, un bel exemple de carrière en fosse. La carrière de granit, donc c'est celle qui est située, hop, voilà, ici, donc à Bécon-les-Granites. Cette photo date des années 60, on a déjà une profondeur de fosse qui fait 50 mètres. Alors, juste un petit focus sur ces carrières de granit. Elles sont très importantes au XIXe siècle, car le granit est une roche très dure, qui est idéale pour le pavage, les ouvrages d'art. Il va y avoir un regain d'activité des carrières de granit après la Première Guerre mondiale, avec les commandes de monuments aux morts. Après, l'activité va s'éteindre, le granit va être concurrencé par le béton. Bécon-les-Granites, c'est un des sites majeurs en région. La production, juste avant la Seconde Guerre mondiale, représentait 1/8 de la production nationale. Autre exemple de carrière en fosse avec ce site en Vendée, la carrière de calcaire située à Benay, exploitée du milieu du XIXe siècle jusqu'en 1980. Et là, vous voyez bien les fronts de taille uniques, et puis on perçoit bien la fosse. Aujourd'hui, l'exploitation de roches massives se fait essentiellement avec un approfondissement du trou par gradins successifs et non avec un seul front de taille. Pourquoi ? Parce qu'un seul front de taille dit des risques d'effondrement liés à la fragilisation des parois. Donc aujourd'hui, dans les carrières, la taille des fronts de taille, au départ, était à 20 mètres, ça s'est réduit 15 mètres, et aujourd'hui, les hauteurs de front de taille sont limitées à 10 mètres. Ici, la carrière de la Margerie à Gorges, qui est exploitée depuis 1927, qui produit des granulats de gabbro. Cette carrière donc produit des granulats. 40% des routes du département de Loire-Atlantique, 70% des routes de l'agglomération nantaise contiennent des granulats qui proviennent de cette carrière. Alors, certaines carrières ont des durées de vie très longues. Je vous ai dit, les 4 carrières encore en activité de roches massives
sur le pays du vignoble ont été ouvertes dans les années 20. C'est le cas de la carrière de la Faubretière qui est ouverte en 1926. Cette durée de vie très longue, pour nous, historiens, est intéressante parce qu'elle nous permet de lire aussi l'histoire de l'extraction. À travers les parois, on peut lire ce que je vous expliquais, les fronts de taille uniques, et puis après les fronts de taille en gradin. À la Faubretière, au départ, on a une exploitation à flanc de coteau. Les plaques de roche sont décollées de la paroi avec des baramines. Puis, donc c'est ce qu'on perçoit ici. Hop, on perçoit ici. Les matériaux sont ensuite cassés à la masse en différentes grosseurs pour servir à l'empierrement des chemins et des routes. Le transport s'effectue en partie par bateau. Et ce n'est seulement qu'en 1970 qu'une unité de concassage est installée en bordure de rivière. Aujourd'hui, cette carrière est exploitée en gradin par la société Charrier. Autre exemple de carrière en fosse avec les carrières d'argile ou de sable. Alors, lors du recensement, on a pu trouver essentiellement des carrières d'argile de moins de 30 ans. La localisation de carrières d'argile plus anciennes est difficile car son exploitation laisse peu de traces et de vestiges. L'argile est présente dans les couches superficielles. Les profondeurs sont beaucoup moins importantes que dans les carrières de roches massives. Le comblement après extraction est donc plus rapide. Pour localiser des carrières anciennes d'argile, on s'est surtout appuyé sur les recensements des briqueteries. Et c'est les briqueteries qui nous ont permis après de retrouver les carrières d'argile. Les carrières d'argile ou de sable des grandes entreprises ont des profondeurs plus importantes, mais ne dépassent généralement pas les 12 mètres, qui est l'équivalent d'un front de taille, je vous rappelle, une carrière de roche massive. Généralement, elles ont 2 à 3 fronts de taille de 4 mètres de haut. Ici, l'exemple de la carrière de sable située à Bouer, à l'est du Mans, dont l'exploitation a débuté en 2004. On a pu identifier aussi quelques sites côtiers où le sable dunaire était exploité. Donc c'était la photo, je vous ai montré à Bretignolles-sur-Mer par exemple. Il y avait des carrières aussi à La Baule et à Basse-sur-Mer, mais l'exploitation des dunes a cessé après la Seconde Guerre mondiale. Outre les carrières à ciel ouvert en terrain sec, la région possède de nombreux sites d'extraction en eau où on va extraire de la tourbe et du sable. Alors jusqu'au milieu du XXe siècle, la tourbe extraite était essentiellement utilisée comme combustible. Donc normalement, on pourrait considérer que la tourbe, c'est plutôt du côté des mines. Mais aujourd'hui, la tourbe, elle sert comme support de culture. Donc c'est pour ça qu'elle rentre dans les carrières. Son extraction va laisser un paysage d'étendue d'eau avec une végétation rase. C'est pareil, la profondeur n'est pas très importante. L'extraction se fait à l'aide de pelles. Aujourd'hui, seule la vallée de l'Erdre est exploitée, alors que jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait la Brière, qui est bien connue pour son exploitation de la tourbe, et on avait de nombreuses petites tourbières au sud-est de la Sarthe. Alors, ce tableau des carrières à ciel ouvert ne serait pas complet sans évoquer les exploitations de sable en Loire et en mer. Les usages du sable sont multiples. L'agrégat en maçonnerie, c'est la matière première du verre, c'est aussi un filtre pour les liquides, et puis ici, on le connaît bien, c'est le support de culture pour les maraîchers. La célèbre mâche nantaise bénéficie d'une indication géographique protégée, une IGP, et qui spécifie l'utilisation traditionnelle de sable d'origine fluviale provenant de la Loire et de son estuaire. Alors les besoins toujours plus importants en sable pour les constructions ont eu pour effet de fragiliser le lit du fleuve. On est passé de 500 000 tonnes extraits par an avant 1960 à 4 millions de tonnes par an dans les années 80. Donc afin de permettre au fleuve de restaurer ses propres réserves en sable, l'extraction en Loire a été interdite en 1993. Donc l'extraction en Loire, on n'a pas de témoignages. Par définition, ça se fait en dessous. Vous verrez plus tard, on a plus des témoignages liés au traitement du sable. L'extraction en mer. Avant 1970, il y avait 2 sites marins qui étaient exploités au large de l'île Dieu entre 1900 et 1950 et à l'entrée du port de Noirmoutier sur le banc de sable de l'atelier. En 1970, on va interdire l'extraction en mer qui va être remplacée par le gravier de carrière et le sable de Loire. Et puis, on va reprendre l'exploitation de sable marin dans les années 90 quand on va interdire le sable de Loire.
Aujourd'hui, il y a 2 grandes zones d'extraction, la concession du Pilier, donc c'est la photo très parlante que vous avez au-dessus, au large de Noirmoutier, et la concession du Perret au large des Sables d'Olonne. Quelques chiffres pour situer aujourd'hui l'extraction du sable. Les Pays de la Loire représentent 80% des extractions de granulats marins de la façade atlantique. Alors dans les années 90, on extrayait à 14 mètres de fond, et aujourd'hui on extrait entre 18 et 25 mètres de fond. Deuxième grande catégorie, les carrières souterraines. Donc, dans le pays du vignoble, on ne trouve pas de carrières souterraines. On va en trouver dans les ardoisières, les carrières de tuffeau et les carrières de falin. Donc, on va distinguer 3 types de carrières souterraines, les carrières en chambre, les carrières en pilier et les carrières en tranchée. Donc ici, un exemple de carrière en chambre avec une ardoisière située à la Pouèze. Cette photo date des années 80. Donc l'exploitation d'ardoise, elle est connue depuis le 15e, 16e siècle sur les communes de Trélazé et de Renazé. Mais comme pour les carrières, l'exploitation industrielle, elle va démarrer au 19e siècle. L'apogée se situe avant la Première Guerre mondiale. En France, à cette époque, il y a 9000 ouvriers qui sont occupés par l'industrie ardoisière, dont 5000 dans le département du Maine-et-Loire. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'ardoise angevine est concurrencée par l'ardoise espagnole, qui s'extrait à l'horizontale et peu profondément, donc qui coûte moins cher à l'extraction. Les sites vont fermer progressivement, et Trélazé, le dernier site, est exploité par les ardoisières de Trélazé, a fermé ses portes en 2014. Donc cette chambre que vous voyez ici, avec les techniques contemporaines qui ont pu être mises en place à partir des années 70 pour essayer d'augmenter les productions, on obtient des chambres qui dépassent les 1000 mètres carrés de surface de voûte. Cette chambre a une profondeur de 12 mètres. Autre type de carrière souterraine, les exploitations de tuffeau par piliers tournés. Donc, afin de soutenir la mâche de roche située au-dessus, le carrier tournait autour de la masse à conserver pour en extraire la pierre. Aujourd'hui, le Saumurois est un véritable gruyère. Aucune cartographie n'a pu être réalisée. Donc, les différents services de l'État actuellement sont en cours pour essayer d'inventorier les carrières et les nombreuses galeries, parce que ça pose beaucoup de soucis d'exploitation au-dessus et des risques d'effondrement. Dernier type de carrière souterraine avec les carrières cathédrales. C'est le type de carrière, on les retrouve uniquement dans la région de Douai-la-Fontaine. On extrayait le falin sous forme de pierre. Cette exploitation va débuter dès le 5e siècle pour s'achever en 1950. Les salles sont de section rectangulaire avec un profil en ogive, c'est le petit schéma qui est à côté, et une hauteur de 10 à 20 mètres. Alors après avoir évoqué la typologie des carrières, je voudrais maintenant aborder ce qu'on a pu trouver dans les carrières en termes de mobilier. Alors on a, sans surprise, retrouvé peu d'outils liés à l'extraction. En effet, la plupart des outils étant portatifs, ils étaient emmenés à la fermeture de la carrière. On a retrouvé quelques machines, comme des pelles, mais la question de leur utilisation pendant l'activité d'extraction peut être posée. Ici, une pelle dans la carrière, dans la sablière des Chênes, fermée depuis 2005 à Challans. En revanche, on a trouvé beaucoup plus de mobilier lié au transport des blocs. Donc on en a trouvé essentiellement dans les carrières de schiste, d'ardoise et de granit. Donc une première catégorie de treuils, grues et chevalements. On a les treuils tiraient les wagonnets sur rail chargés de matériaux de la zone d'extraction vers la zone de traitement. C'est ce qu'on voit ici avec le treuil manuel qui est actionné par un ouvrier qui tire un filin avec le wagonnet ici sur rail. Donc on va retrouver plusieurs types de treuils, des treuils en bois et des treuils métalliques. Dans le vignoble, on a retrouvé un treuil
manuel dans la carrière de granit d'Aigrefeuille. Jusqu'au milieu du 19e, le transport des blocs se faisait à l'aide d'une paire de bœufs, et puis des treuils manuels ont été installés. Et donc, il y en a un seul de conservé qui est du même acabit que ceux qu'on a pu trouver à Nozay. Quelques exemples de wagonnets retrouvés dans les carrières, avec ici à Lavaux, où on voit encore les rails qui permettaient de sortir le granit. Autre catégorie de treuils, avec ce qu'on appelle les grues ou les chèvres. Donc ces grues remontaient les blocs le long des parois verticales, comme à Bécon-les-Granites, vous vous souvenez des carrières en fosse. Donc ces grues servaient à remonter ces blocs, ou cette chèvre qu'on a retrouvée dans la carrière à Vigneux de Bretagne. Toujours dans la catégorie des treuils, nous trouvons les chevalements. Nous en avons recensé 12, 10 en Maine-et-Loire et 2 en Mayenne. Alors, les chevalements sont les indicateurs les plus symboliques des exploitations souterraines. Ils sont construits sur l'ouverture des puits et servent à remonter les hommes et les blocs. Construits dans un premier temps en bois, c'est le fameux chevalement de la Pouèze qui s'est effondré. Ils sont progressivement remplacés par des chevalements métalliques à partir de 1929. Les chevalements sont accompagnés par un bâtiment qui va abriter les machines d'extraction électrique. Ici, le grand tambour d'enroulement des câbles, avec un bâtiment qui date de 1934 à Noyant-la-Gravoyère. On trouve une autre catégorie de moyens de transport avec les exploitations en eau, les barges, les remorqueurs et les sabliers. Dans les tourbières, la tourbe est extraite à l'aide d'une pelle hydraulique et déposée sur le bord de la berge où elle y reste pendant un an, le temps d'évacuer l'eau. L'été suivant, elle est chargée sur une péniche, comme celle que vous avez ici, la Jeannette, pour être acheminée vers un quai de déchargement et de stockage. Concernant les sabliers, il en reste peu aujourd'hui. Après avoir été stockés un temps à la Boire d'Anjou à l'est de Nantes, après 1993, certains furent reconvertis en habitations flottantes ou expédiés en Guyane pour continuer à servir. Il en reste aujourd'hui un exemplaire qui est exposé à Cap-Loire à Montjean-sur-Loire. Ce bateau, construit en 1928, a d'abord servi au fret d'arachide entre Nantes et Château-Gontier. Puis à partir de 1963, il va commencer à tirer du sable. Dans les années 70, il est retiré des registres et sert comme ponton pour accueillir des sabliers plus importants. Il est classé aujourd'hui monument historique. Il a été classé en 1994 au titre d'objet du patrimoine fluvial pour garder la mémoire de l'extraction du sable en Loire. Aujourd'hui, alors je vous ai mis ces quelques photos pour faire le pendant avec tout ce que je vous ai présenté avant. Il n'y a plus de treuils dans les carrières. Le transport des matériaux se fait essentiellement par camion ou dumper, parfois même au sein des carrières souterraines où il y a des descenderies, où les camions descendent pour récupérer les matériaux. Certaines carrières aujourd'hui sont parcourues par des tapis roulants. C'est le cas de la photo en haut à droite, la carrière de Chazé-Henri, où c'est une carrière qui fait plus d'1,5 km, 2 km de long, une carrière très très longue, et ils ont mis en place des tapis roulants fermés pour éviter les désagréments du bruit et des poussières. Une fois les matériaux extraits, transportés sur la zone de traitement, quels sont les vestiges liés à cette transformation que nous avons pu trouver sur le terrain? Alors tout d'abord, tout ce qui concerne la transformation mécanique, nous avons pu trouver énormément d'ateliers de pierres de taille. Alors, au XIXe siècle, les ouvriers s'abritaient sous des tuvants en brande. Donc vous imaginez bien que nous n'avons pas pu trouver ce type d'abri. En revanche, on a trouvé un grand nombre d'abris dans les ardoisières constitués de déchets, donc par des palis. À Poncafino, on a encore un abri. Alors cet abri ne servait pas forcément, je pense, pour la taille de la pierre, puisqu'on était sur du concassage, et à mon avis, ça se faisait plutôt à l'extérieur. Cet abri, pour moi, servait plutôt à protéger des tirs de mines, protéger les ouvriers lors des tirs de mines. À partir du milieu du XIXe siècle et la mise en place de machines à scier, des bâtiments spécifiques sont construits.
On en a répertorié une 50aine autour des centres d'extraction d'ardoise, de granit, de calcaire et de marbre. Ils vont emprunter les formes classiques de l'architecture industrielle. Je vous ai mis l'exemple de la marbrerie à Solesmes, construite en 1857 à la place d'un moulin à temps. On va utiliser la force hydraulique pour faire fonctionner les machines et puis les ateliers de fabrication d'ardoise couverts en chède situés à Combray. Alors, les sites ouverts depuis un siècle ont parfois conservé des bâtiments de stockage et des broyeurs anciens, mais c'est rare. On en a trouvé à la Meilleraye, c'est une énorme carrière située en Vendée, ouverte depuis 1908 et qui utilise toujours la trémie de stockage construite dans les années 1930. Alors quand on s'intéresse à l'architecture industrielle, c'est le genre de choses où on est complètement ébahi quand on arrive devant et qu'on découvre ça. Donc avec une ossature métallique et un remplissage par pain. Le broyeur date des années 60 et les trémies cylindriques des années 80. Autre broyeur, alors ça c'est vraiment très anecdotique parce qu'on en a trouvé très très peu, un petit broyeur dans la carrière de Fruché-Chauchet, donc qui servait à réduire en fait les matériaux. Alors là, on est à la carrière de la Rairie, à la Foissière. Donc le seul témoin finalement de l'extraction, c'est le transformateur électrique. Parce qu'aujourd'hui, le frontail, il est envahi par la végétation, donc on devine, mais à peine, qu'il y a pu avoir une exploitation. Il n'y a plus de trémie, il n'y a plus de concasseur, il n'y a plus de broyeur, il n'y a plus rien. Sauf le transformateur électrique qui servait à alimenter le fameux broyeur et le fameux concasseur. Alors aussi, parfois, il faut vraiment avoir, comme je vous disais, un œil averti pour savoir qu'il y avait une carrière à certains endroits et on peut les découvrir à travers les bulles de déchets. Donc c'est souvent ce qui marque le plus le paysage, notamment pour les ardoisières qui étaient exploitées en souterrain. Et donc on retrouve ces monticules, souvent elles aussi, qui commencent à être envahies par la végétation. Alors concernant le traitement du sable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde la Loire, on ne devine pas qu'il y a eu une exploitation de la Loire, ou quand on regarde effectivement la concession du Perret, c'est un peu pareil. C'est essentiellement les exploitations de traitement qui nous permettent de dire qu'il y a une exploitation du sable. Il subsiste aujourd'hui que le site de Saint-Julien-de-Concelles. En 2013, le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire a réaménagé le terminal sablier de Cheviré, a décidé de regrouper toutes les activités de sable sur ce site. Les bateaux ont des grands tirants d'eau et ne peuvent plus en fait, aller au-delà de Cheviré. Et donc c'est pour ça que l'ensemble des sablières ont été reportées vers Cheviré. Du coup, toutes les sablières ont été supprimées. Il subsiste de cette sablière quelques tapis élévateurs. Donc c'est ce que vous voyez ici. Les tapis élévateurs, les sauterelles, les machines de traitement, et puis l'appontement, ici. Donc en fait, c'était tout un système. Le sable était puisé dans les sabliers, partait par un tuyau qui était enterré et qui ressortait ici. Voilà. Dernier vestige qu'on a pu retrouver, c'est tout ce qui va concerner le traitement thermique, donc les briqueteries et les fours à chaud. Alors, la présence de nombreux gisements d'argile dans la région a permis l'installation de tuileries, briqueteries, poteries, faïences. Et les secteurs de Valette, la Rémaudière, la Boissière du Doré conservent de nombreux vestiges de cette activité. Les briqueteries se développent, comme pour les carrières, à partir du XIXe siècle, avec une apogée dans les années 1860-1880. On va utiliser la brique pour l'entourage des baies. Donc là, je vous ai mis une photo du village des Courères à Valette. Donc on voit bien la brique utilisée pour l'entourage des baies, pour les corniches ou pour des éléments de décor. Le vestige le plus conservé et finalement le plus symbolique de l'activité de transformation, c'est le four. On va en trouver deux types, les fours debout, les fours couchés. On a retrouvé seulement 4 fours debout sur la région, dont un à Valette. Le four de Pierre Mathurin et Henri Dupont qui est construit en 1885. Il est construit en moellon et revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Il est de plan carré avec des contreforts, ici.
Son foyer est installé sous la chambre de cuisson, séparé d'elle par une sole sur lequel on va déposer la production à cuire. Et il est alimenté par des fagots de bois. Premier type de four que l'on a pu retrouver. Second, ce sont les fours couchés, c'est ce qu'on retrouve le plus sur le territoire. Alors la forme des fours est généralement commune, ce sont des fours de plan rectangulaire avec un foyer placé à l'une des extrémités de la chambre de cuisson. De la même manière, ils sont construits en moellon avec un revêtement intérieur en briques réfractaires et couverts d'un toit en tuiles. Ce qui va différer, c'est la cheminée. Dans le pays du vignoble, généralement, on a une cheminée ronde, mais on peut avoir 2 cheminées de part et d'autre de la porte d'enfournement. Ces cheminées peuvent être carrées ou pyramidales. Donc ça, c'est l'exemple du four couché extrêmement bien conservé du village des Tuileries à Valette, qui appartenait à la famille Goulot. À partir des années 20 et surtout des années 50, des améliorations techniques concernent toutes les étapes de fabrication. On va extraire l'argile avec des pelleteuses, les malaxeurs vont apparaître et les fours vont changer. On ne va plus avoir des fours qui vont fonctionner au bois, mais au charbon, au fioul, puis au gaz. 2 exemples avec le four Hoffmann à Esnay, en Vendée, construit en 1959, et le four à gaz de l'entreprise Corbet à Thiers. Alors aujourd'hui, la région possède encore une activité de transformation de l'argile avec de grands groupes internationaux comme Bouillé-Leroux, qui possède un site de transformation à la Boissière du Doré. Cette usine date de 1966. Elle est construite par Marcel Riveraud. Elle est rachetée en 1987 par Henri et Yves Dupont, briquetiers au roseau, donc les héritiers du fameux four debout que je vous ai présenté, construit en 1885. Après, l'usine va être rachetée en 2004 par le groupe Imerys, qui va lui-même être racheté par Bouillé-Leroux en 2013. L'usine produit aujourd'hui des briques pour les murs et les cloisons et emploie une 50aine de personnes à la Boissière du Doré. Donc, outre ces groupes internationaux, il existe encore des entreprises artisanales à Thiers, au Réry ou dans le domaine de la faïencerie d'art à Malicorne, dans la Sarthe. Concernant la transformation du calcaire, alors je vous ai dit au 19e, milieu du 19e, généralisation de l'amendement des terres par le chaulage avec une augmentation des besoins en chaud et donc une industrialisation de cette activité. On va implanter les usines à proximité des carrières de calcaire et des mines de charbon. On a répertorié 448 fours à chaux dans la région, en Maine-et-Loire, en Mayenne et en Sarthe. Alors on a pu mettre en place une typologie, 3 types de fours, un adossé au coteau, comme à Beaulieu-sur-Layon, c'est ce que vous avez au-dessus, des fours à chaux donc, implantés dans des plateaux avec des rampes, et puis le dernier, des fours à chaux troglodytes, où la chambre de combustion est creusée dans le rocher. Dans le vignoble, on a un four à chaux, situé à La Chapelle-Lin, le four de Montru, situé sur le lieu-dit de Montru. Alors, on n'en a qu'un, parce que quand je vous ai montré la carte géologique au tout début, vous avez vu qu'il n'y a pas du tout de filon de calcaire, on n'a pas non plus de charbon, donc effectivement, ça ne va pas être une région où vont s'implanter les fours à chaux. Ce four à chaux est construit dans les années 1825-1830 et il n'a fonctionné que 20 ans. Il était approvisionné en chaux, en calcaire, depuis Liré-Bouzillé. Le charbon venait du Layon, de la région d'Ancenis, voire d'Angleterre. Alors, les péniches naviguaient sur la Loire, la Goulaine. Donc, on imagine bien en fait que c'était quand même pas simple de faire venir en fait les différents matériaux. Donc, ça explique cette durée de vie de 20 ans. Il appartient à la deuxième catégorie des fours à chaux que je vous ai présentés, fours à chaux sur rampe. C'est-à-dire que le calcaire et le charbon sont acheminés via la rampe, puis déversés dans le gueulard par le dessus, en couches successives. Et par en dessous, on récupère la chaux dans les brésoirs au pied de la tour. Je vous présente ici 2 exemples de fours à chaux remarquables recensés dans l'étude. Les fours à chaux de Fousset-Perret à double combustion, c'est ce que vous voyez avec ces 2 étages. Et puis je vous ai mis la batterie de fours de Louvernay. Au XIXe siècle, la Mayenne est le premier département chauffournier de France,
À Louvernay, il y a 29 fours à chaux en activité qui occupent 300 à 500 chaux-fourniers selon la période de l'année. Pendant l'entre-deux-guerres, cette industrie va s'éteindre, concurrencée d'une part par les engrais chimiques. Pour l'amendement des terres, on ne va plus utiliser de chaux. Et puis, la chaux ne va plus être utilisée comme liant dans les constructions, on va préférer le ciment. Donc, peu de fours à chaux sont construits dans les années 1930. On a recensé seulement 2 sites, à Saint-Vincent-Sterlange en Vendée et à Télocher dans la Sarthe. Alors, ces fours à chaux construits dans les années 30 ont une architecture bien particulière, avec ces grands silos, ici, surmontés d'un bâtiment abritant les chariots d'approvisionnement, ici. Donc, l'approvisionnement se faisait ici par un élévateur. On déversait. Même principe que pour les fours à chaux du 19e, c'est juste la taille, on va dire, qui change. Aujourd'hui, il y a encore 3 usines qui produisent de la chaux en Pays de la Loire, Nau et Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne, et Herbray en Loire-Atlantique. Après la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, le ciment va remplacer progressivement la chaux comme liant dans les maçonneries. Donc à la différence de la chaux, pour faire du ciment, on a besoin de calcaire et d'argile. Et la région peut se targuer d'avoir sur son territoire une des plus grandes cimenteries d'Europe, située à Saint-Pierre-la-Cour. Donc cette cimenterie est construite en 1951. Elle fait suite à une longue tradition du travail de la pierre, parce qu'on travaille la pierre calcaire à Saint-Pierre-la-Cour depuis le début du 19e siècle. Donc pour résumer ce recensement, nous pouvons dire que la région possède un nombre important de sites d'extraction avec des formes multiples. Et le vignoble, à ce titre, est représentatif de cette typologie. On a vu des carrières à flanc de coteaux, on a vu des carrières en fosse, on a vu des carrières en cuvette, les carrières d'argile. On a vu aussi les carrières en eau avec l'extraction en Loire. Limite, le vignoble, le seul typologie qu'il n'a pas, c'est les fameuses carrières souterraines. On a vu peu de vestiges de mobilier liés à l'extraction. En revanche, des vestiges liés au transport des matériaux, un treuil qu'on a pu retrouver à Aigrefeuille. En revanche, une importance des vestiges liés à la transformation, notamment en termes de tuileries, et les cabanes d'abri ou de taille. Donc 5 cabanes qui ont pu être répertoriées. Enfin, le dernier point que l'étude a révélé, le recensement a mis en évidence, c'était que malgré la fragilité et la disparition progressive des paysages et des vestiges mobiliers liés à l'extraction, la collectivité s'est emparée de ces pans de son histoire économique. À minima, cela passe par des noms de rues, de lieux-dits ou des aménagements de ronds-points. Même si on ne sait plus qu'il y a eu une carrière, on va avoir rue de la Carrière, on va avoir rue du Four. Et ça, c'est un peu une partie de la mémoire qui subsiste. Alors, à un second niveau, on va trouver une première valorisation touristique avec des sentiers d'interprétation ou des pages historiques sur les sites internet des communes. Ici, le sentier d'interprétation Réry, et là, c'est le site internet d'Écouflant qui évoque la sablière. Et bien sûr, je ne pouvais pas évoquer ici la reconversion, ne pas évoquer ici la reconversion de la carrière de Pontcafineau en base de loisirs. Donc les documents que vous avez, c'est des documents que j'ai trouvés aux archives, donc qui datent de 1978, quand la carrière ferme et que les collectivités se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette carrière. Donc l'objectif à l'époque de l'association communautaire de la région nantaise est de créer une zone de loisirs et de détente aux portes de Nantes. Et je cite, ce que j'ai trouvé dans les archives, afin de préserver le caractère pittoresque de la vallée de la Maine. Effectivement, ces vallées sont alors des sites sous pression continue de l'urbanisation et on veut conserver des bulles vertes tout au long des vallées. Donc les acteurs publics se mobilisent et créent la base de loisirs de Pontcafineau avec, que vous connaissez bien, les voies d'escalade, le canoë-kayak, les sites de pêche. Enfin, sur un troisième niveau, certaines collectivités ont créé des musées ou des sites d'interprétation pour valoriser la mémoire de leur patrimoine lié aux carrières. Donc ici, vous avez le musée ici,
le musée du granit à Bécon-les-Granites, qui conserve là beaucoup de... Je vous disais, on n'en a pas retrouvé nous sur le terrain, mais tous les outils sont conservés en fait dans ce musée. La même chose ici au musée de l'Ardoise à Trélazé. Alors ici, c'est un site d'interprétation que je vous invite vraiment à aller visiter, qui s'appelle le Mystère des Faluns à Douai-la-Fontaine. Parce qu'effectivement, l'extraction de faluns est peu connue. Et c'est un site qui a ouvert maintenant il y a 2 ans et qui est absolument fascinant. Déjà, rien que les carrières de faluns, vous avez vu, c'est les carrières cathédrales, là, sont des sites assez extraordinaires. Et enfin, je vous ai mis une des seules carrières souterraines que l'on visite vraiment. Pour ceux qui ont pu voir Leeuwarden dans le nord, où on ne descend pas vraiment à Leeuwarden. En revanche, si vous allez... Alors par contre, ils l'ont appelée la mine bleue. Bon, sauf que vous aurez bien compris qu'on est dans une ardoisière. Donc normalement, on dit une carrière. Mais bon, c'était peut-être, à mon avis, un peu plus commercial de parler de mine que de parler de carrière. Voilà, donc voilà. Donc, mais effectivement, par contre, on descend vraiment et on voit bien les différents types de chambres, d'extraction que l'on peut rencontrer. Et donc, je souhaiterais conclure cette intervention sur la prise en compte de la dimension patrimoniale des sites et leurs nouveaux usages. Parce qu'une fois que les carrières à ciel ouvert, une fois l'extraction terminée, elles sont le plus souvent ennoyées ou rebouchées. Alors, si ces évolutions paysagères se sont réalisées naturellement par l'action du temps jusqu'à la fin du XXe siècle, les carriers sont désormais obligés, depuis la loi de 1995, de remettre en état les sites à la fin de l'exploitation. Les contraintes sont le plus souvent paysagères et botaniques, mais rarement patrimoniales. Et la question se pose alors de cette prise en compte dans les projets de remise en état. Concernant les carrières souterraines, c'est les nouveaux usages qu'il faut alors questionner. À partir des années 30, les carrières du Saumurois ont été parfois reconverties en champignonnières ou en caves viticoles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils servaient aussi pour la défense passive. Aujourd'hui, la plupart sont abandonnés sans usage défini. Du coup, cette désaffection entraîne une fragilisation, parce qu'il n'y a plus personne pour regarder si la paroi se fragilise, s'il y a des fissures qui apparaissent. Que faire aujourd'hui de ces lieux ? De nouveaux usages sont à inventer. Alors aujourd'hui, soutenu par la région, un projet de data center souterrain pourrait bientôt voir le jour dans les anciennes carrières de tuffeau près de Saumur. L'idée est d'utiliser les caractéristiques thermiques de ces galeries pour refroidir naturellement les serveurs des centres de stockage de données informatiques. Donc, ce projet est porté par un consortium regroupant un bureau d'études, un cabinet d'architectes, un opérateur télécom, associé à la plateforme régionale d'innovation du monde souterrain basée à Fontevraud. Donc, le projet est à l'étude 2015-2016 pour un aboutissement en 2017. La problématique de l'usage, voire de l'utilité du lieu, intéresse aussi les bâtiments liés à la transformation de la matière extraite. Car on le sait bien que pour conserver, il faut réinvestir, réutiliser. On peut faire des logements dans un moulin, on peut faire un musée. À ce moment-là, le bâtiment va trouver un nouvel usage, un nouvel intérêt pour la collectivité. Mais il est vrai que face à des fours à chaud ou des tuileries, il est difficile de les réinvestir. Et nombre des fours à chaud qu'on a pu inventorier, les 448, bon nombre sont situés dans le jardin de particuliers. Donc effectivement, on peut se demander que faire de son four à chaud dans son jardin. Mais je finirai avec une note optimiste concernant la préservation de ce type de patrimoine, avec un exemple tiré du pays du vignoble nantais. Parce que la première photo, donc on est toujours sur la tuilerie Goulot que je vous ai présentée tout à l'heure. La première photo date de 2011, parce que le recensement des carrières a démarré par la Loire-Atlantique, et c'est Thomas Gonor qui a fait ce recensement, et donc qui a pris cette photo, où on voit bien que la cheminée était envahie par la végétation. Et quand je suis retournée sur le terrain il y a 1 mois, voilà comment j'ai trouvé la cheminée et le site de la tuilerie complètement dégagé de sa végétation et véritablement mis en valeur.
Donc voilà, je voulais conclure sur une note plutôt optimiste en disant que la préservation et la prise en compte de l'histoire industrielle de l'activité extractive, il y a peut-être... ça commence. Voilà. Je vous remercie. Combien de temps l'étude a-t-elle duré ? Alors, l'étude a duré 3 ans, mais alors pas en continu. C'est ça, je réfléchis, parce que 2011, on a fait la restitution publique aux rencontres régionales du patrimoine l'année dernière, mais en continu, on peut dire que c'était une étude sur 2 ans. Je regarde mes collègues pour, à peu près 2 ans de travail. Voilà. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a recensé plus de 5000 sites sur l'ensemble de la région. Donc voilà. De la petite sablière en passant par... Ah bah oui, de ce que vous avez pu voir, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. Et jusqu'à les carrières actuelles, hein, la carrière de Voutré que vous avez pu voir, la carrière de Chazé-Henri qui fait 2 km de long, la carrière de la Margerie est une belle carrière aussi. Avez-vous des questions ? La question porte sur la carrière de Caffino, que je connais un peu pour y avoir habité. Le bâtiment que vous avez fait voir tout à l'heure, c'était un compresseur qui est à l'intérieur. Le transformateur électrique n'était pas un transformateur électrique, c'est ça ? Caffino, oui. Vous avez un bâtiment, vous avez ah oui, c'est oui. À l'abri. Oui. Alors à l'origine, l'alimentation d'air comprimé se faisait par un tuyau métallique qui longeait la paroi. Mais quand on a passé à période industrielle, on a fait des tirs de mine plus importants, il a fallu enlever ces tuyaux. Donc on a mis les compresseurs à l'abri sous ces cabanes. Ça n'empêchait pas les ouvriers de se mettre à l'abri aussi. D'accord. C'était un compresseur qu'il y avait dessous. Et un tuyau souple qui allait alimenter les perforatrices qui travaillaient sur le pied de la butte. Deuxième remarque, vous avez parlé qu'il n'y avait pas d'étrangers dans les carrières. Moi, j'ai peut-être mal compris. Hein. Non, je veux pas être... j'ai pas retrouvé de mention. Après, voilà, j'ai pas... Je suis obligé de vous dire que vous avez mal cherché. En tout cas, les archives ne m'en ont pas mentionné. À Caffino, des Pulsetti, des Lardini, des Omero, des Mosca, des Ferrari, j'en ai connu, moi. Et je ne suis pas encore trop vieux, mais je suis un peu vieux, mais pas assez. On avoir connu les Russes, par exemple, ou les Polonais qui ont travaillé. Il y a eu beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Et je ne parle pas des Bretons, qui étaient considérés à un moment comme des étrangers, parce qu'ils ne parlaient pas le même langue que les gens du pays. Alors, ce que vous dites confirme effectivement, par contre, ce que j'avais plus, archives à la pluie, retrouvé dans d'autres carrières, notamment à la Meilleray, où il y avait 220 ouvriers qui travaillaient en 1950 et il y avait 70% de main-d'œuvre étrangère, en fait. Je pense qu'à Caffino, je vais avoir chez moi une copie de la liste des ouvriers. Et il y avait beaucoup d'Italiens. Alors, en ce qui concerne aussi Caffino, on va préciser que c'est à Médon-sur-Sèvre, c'est pas un château. Oui. Les cartes postales que vous montrez, où c'est la moine qui coule, c'est la benne. Oui. Donc ça va préciser que c'est quand même... Quand on fait une étude, il faut être, à mon avis, rigoureux. Je ne reproche pas de n'avoir pas fait l'étude, mais je veux dire, la carte postale, il faut la corriger. Ah oui, mais c'est la carte postale, parce que je me suis posé cette question, effectivement, parce qu'il y a marqué la moine. Mais la carte postale, elle date de 1910. Moi, je garde le document d'origine. Hein, je ne vais pas me permettre de corriger ce qui a pu être fait. Si vous regardez sur une carte... Ah oui, moi je sais, c'est ce que je vous ai précisé, que c'était bien la Maine qui coulait, en fait. Votre étude est terminée maintenant. Ah, une étude, est-ce qu'une étude est vraiment terminée? L'étude n'est jamais terminée parce qu'elle sort. Parce que si je peux tenir à votre disposition quelques documents que vous n'avez pas produits ici. Ah oui, je n'ai pas pu produire, j'ai trouvé beaucoup de documents en archives, des magnifiques plans de coupe ou des choses, je ne pouvais pas tout, le temps était d'1 heure. Et je voulais vous montrer aussi, je ne voulais pas ancrer la présentation que sur le pays du vignoble, je voulais aussi vous montrer comment ça s'inscrit dans un territoire régional plus vaste.
et comment on peut retrouver en fait des carrières aussi à l'autre bout du département, à l'autre bout de la région un peu équivalentes. Je terminerai pour les briqueteries. Il y a un monsieur qui a fait un livre sur toutes les briqueteries de Loire-Atlantique, dont celle de Château-Thébault et de Montbert, puisque la route séparait les deux communes. Quelquefois c'était Mathurin-Pertuis à Montbert, quelquefois Mathurin-Pertuis à Château-Thébault. Et là, il y a un monsieur qui a fait un répertoire de toutes les briqueteries qu'il a pu trouver en Loire-Atlantique. Mais il ne vend pas son bouquin. C'est embêtant. Ah bah si, le donne. Merci pour ces précisions. Je pense que vous pourrez parler ensuite et échanger vos adresses. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires sur l'exposé ? J'ai peut-être mal suivi, mais j'ai pas cru voir passer à Nantes la carrière de la Contrie. Ah oui, non, je ne l'ai pas présentée. Mais effectivement, j'ai présenté la carrière de Misery. Mais effectivement, elle est dans le recensement. Ah bon ? Oui. Parce que c'était quand même... tout le granit de Nantes est sorti de ce trou-là. Hein. Oui, c'était une carrière aussi... visuellement, la carrière de Misery est très impressionnante. Au-delà du caractère patrimonial, c'est une carrière aussi qui intéresse beaucoup les botanistes, qui intéresse les géologues. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai privilégié le choix de cette carrière. Et si vous aviez dû présenter les 5000 sites d'extraction ? Oui, alors évidemment, vous ne pouvez pas présenter les 5000 sites d'extraction, c'est certain. Mais vous avez eu une phrase au début pour dire que dans les temps anciens, il y avait des carrières dans tous les villages. Et puis c'est tout ce qu'on en a su. Est-ce que vous pourriez quand même développer un tout petit peu, parce que vous avez traité les carrières et les industriels en quelque sorte, mais l'artisanat ancien, ça existe ? Oui, alors c'est une question qu'on s'est posée effectivement quand on a commencé le recensement. On s'est interrogé parce qu'on avait notamment sur les ardoisières un peu plus de mentions et d'archives. Concernant les carrières artisanales, là, ça demandait un dépouillement des archives beaucoup plus important. Parce que ça veut dire notamment les inventaires, quelque chose qui, dans le temps imparti, en fait, n'aurait pas pu être possible. Donc, on a préféré concentrer notre travail sur les carrières industrielles. C'est pour ça que je vous ai souvent dit à partir du milieu du 19e. Et puis, en plus, notre travail à l'inventaire, c'est de travailler sur ce qu'on peut trouver sur le terrain. Et là, si on part sur les carrières beaucoup plus anciennes, on va dire par exemple sur les carrières médiévales, je dirais que c'est le travail des archéologues et ça devient moins le travail, en fait, notre travail au service de l'inventaire. Notre travail, il est de retrouver des vestiges de mobilier, des vestiges paysagers. Et puis après, comme vous avez pu le voir, c'est de les classer, de créer des typologies et de tout ranger dans des boîtes de manière à ce qu'après, les habitants puissent se dire « Ah bah oui, effectivement, cette carrière, elle correspond à cette typologie. » Voilà. C'est un peu un travail pédagogique qu'on fait aussi, de manière à ouvrir le regard sur ce type de patrimoine. Je voyais que tu voulais peut-être compléter. Non. Oui. Il y a un des collègues qui s'appelle Éric Zemmer qui a participé sur quel département ? La Mayenne et la Sarthe. Et un jour, il s'est effectivement posé la question des procès par rapport aux accidents qui avaient lieu dans les carrières. Donc, dans les procès en question, il a fait quelques sondages. Il a trouvé une immense majorité de procès où, en fait, c'était des particuliers, un paysan qui extrayait de la pierre et effectivement, son fils avait été enseveli en creusant. Et donc, le juge lui demandait « Mais comment se fait-il, vous n'avez pas fait de déclaration ?» C'est du débat. Ah oui, on a toujours fait comme ça. Sur tous ces sondages sur des accidents mentionnés dans les tribunaux, il n'y avait que 3 ou 4 sites qui étaient officiellement enregistrés dans les mêmes archives de l'enquête que tu évoquais tout à l'heure. Donc en gros, 90% de ces accidents dans les carrières non déclarés.
Donc effectivement, à un moment, on peut se dire qu'il faudrait aller dépouiller tous les fonds d'archives. Enfin voilà, quand on fait un peu d'histoire, je vois certains historiens dans la salle qui hochent de la tête. Ça n'est pas possible, il y a forcément un périmètre qui est déterminé. Pour autant, comme tu disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que cette étude est terminée. En tout cas, c'est une contribution importante pour tous les citoyens, et particulièrement les historiens que certains d'entre vous représentent, pour montrer un panorama, un paysage de ce que peuvent être ces carrières en Pays de la Loire, et mettre en perspective, comme tu l'as fait, des éléments qui ne seraient pas connus localement, mais qui pourraient être mieux visibles ailleurs. Donc c'est vrai que c'est surtout au niveau de ces études régionales l'objectif de mettre en perspective au niveau régional ce que vous avez vous localement. Bien sûr, sur 3000, 4000 sites. 5000. 5000, pardon. On ne peut pas faire l'étude approfondie, la monographie de chaque site, qui par contre reste pour les générations futures de chercheurs un travail à faire sur cette base de recensement culturel. Et encore, quand je dis 5000 sites, à mon avis, on pourrait pratiquement multiplier le chiffre, je ne sais pas, par 2, je ne sais même pas, parce que, par exemple, dans les archives du 19e, à chaque fois qu'on construit une route, on va faire une carrière juste à côté, et on va faire un trou tous les 3 km, donc voilà. Donc les carrières de village pour construire les maisons, mais les carrières aussi pour construire les routes. Donc c'est un chiffre, voilà. Voilà. Oui. Déjà, merci pour votre exposé, votre propos. C'était effectivement très intéressant, très riche. Et je voulais revenir sur votre conclusion où vous parliez de finalement ces sites-là, qu'est-ce qu'on en fait après, puisque quelque part, on voit qu'il y a des belles réalisations, des belles valorisations. Il faut être innovant. Alors c'est vrai qu'en cours d'exploitation, c'est souvent des nuisances pour les habitants à proximité. Mais je dirais qu'après, il faut anticiper. Et vous parliez de projets, alors j'ai noté des beaux projets comme les data centers par exemple. Alors, prenons l'exemple d'une carrière qui est à proximité, la carrière de la Fouassière, la carrière de la Fauboitière. La question, elle est à quel moment on peut anticiper ce qu'elle deviendra après, pour que ça soit effectivement un patrimoine qui soit valorisé quelque part après son exploitation. Donc la question, elle est, est-ce que vous avez, dans les études que vous avez faites, des exemples alors j'ai vu Poncafino, mais est-ce que globalement vous avez d'autres exemples, parce que j'ai vu quand même des carrières à ciel ouvert, en zone sèche, avec des trous béants. Donc c'est vrai que ça n'est pas joli en tant que tel, en termes d'études patrimoniales peut-être, mais l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait après, et est-ce que vous avez des exemples de valorisation, comme vous avez pu le montrer sur des carrières, quelque part des mines, de valorisation de carrières à exploitation à ciel ouvert en milieu sec, qui est quelque chose voilà, sur lequel on peut se projeter. Donc à ma connaissance, sur effectivement donc les carrières en fosse, ce qu'on trouve le plus souvent aujourd'hui, oui, donc avec les différents gradins, aujourd'hui il n'y a pas de valorisation puisque ces exploitations sont toujours en cours. Sur les carrières en fosse, après majoritairement, soit elles sont ennoyées, et donc là il n'y a pas de valorisation patrimoniale excepté des panneaux d'information. Elles sont ennoyées, donc à Bécon-les-Granites par exemple, les grandes carrières en fosse, ce sont des centres de plongée aujourd'hui. Et alors il y a une valorisation qui peut être un peu originale, c'est qu'effectivement, si on plonge, on peut retrouver la maison du contremaître qui est tout en dessous. Donc, mais bon, il faut plonger pour aller la voir. Donc c'est un peu particulier. Autrement, je n'ai pas d'exemple de carrière en gradin qui soit laissée comme telle par l'exploitant, parce qu'il y a des conditions de sécurité qui sont très très importantes. Enfin, la carrière de la Meilleray, je vous montrais, qui est encore en activité, on est à plus de 110 mètres de profondeur. Donc il y a des conditions de sécurité assez importantes.
je n'ai pas de réponse à vous apporter, en fait, d'exemple de valorisation. Non, c'était comme vous aviez dit globalement. Voilà. Si vous aviez valorisation de la prospective et de la projection sur Oui. l'avenir et la valorisation patrimoniale. Nous, c'est une question qu'on pose, c'est au moins, en fait, au moment, par exemple, sur la carrière de la Foissière. C'est que, je vous ai dit, à travers la paroi, on peut lire l'histoire de l'extraction. Et c'est qu'au moins, donc nous, on est passé, c'est aussi notre boulot, en fait, de venir, de garder une mémoire photographique, en fait, des lieux pour pouvoir avoir cette mémoire-là. Après, c'est un travail qui peut se faire avec les carriers. Aujourd'hui, il y a des portes ouvertes qui sont organisées régulièrement. Alors, est-ce que ce travail sur l'histoire du lieu est mené? Ça, je ne sais pas. Donc déjà, aujourd'hui, sur les carrières en activité, il pourrait y avoir un pan patrimonial qui pourrait être apporté au niveau de l'histoire. En tant que géologue, j'ai un intérêt particulier pour les carrières. Et justement, on milite en tant que géologue par des associations, par des universités, par des groupes de personnes pour que des carrières qui présentent des objets géologiques intéressants puissent être conservées en tant que telles pour la connaissance fondamentale de nos régions. Et puis parce que certaines exposent vraiment des choses qui sont extraordinaires. Dans le nord du département, il y a une carrière, par exemple, qui est en exploitation et pour lesquelles on a déjà plusieurs carrières qui sont en exploitation, pour lesquelles on a déjà, en tant qu'association de géologues ou groupe de géologues, pris contact avec le carrier pour lui demander de conserver des frontailles. Alors non pas pour mettre en valeur la façon dont il exploite les frontailles, mais plutôt ce qui est exploité dans les frontailles, c'est-à-dire la nature de la roche, ses spécificités, son histoire. Donc un patrimoine aussi qui est plus ancien que celui qui vous intéresse, mais qui est un patrimoine qui appartient aussi à tout le monde. Et donc on peut avoir des convergences de vues sur des objets similaires, et puis en alliant nos approches, faire en sorte qu'on aboutisse à autre chose qu'à emblayer systématiquement les carrières et remplir d'eau, on peut le faire, et puis passer à autre chose, quoi. Par rapport à cette photo là, des nouvelles tuileries de Valette-la-Roudière, je peux vous expliquer pourquoi le passage de l'une à l'autre. Hein. Entre les deux, il y a eu une journée du patrimoine. On a travaillé sur les tuileries, poteries, etc. Et on est allé chercher le vieux monsieur Goulot, qui, jeune homme, a travaillé chez ses parents, etc., qui a témoigné, qui a raconté, qui a expliqué comment on travaillait là-dedans. Et toute la famille est venue le jour des journées du patrimoine et n'avait jamais entendu parler de cette histoire-là. Ce sont eux qui ont contribué à nettoyer, à remettre en état le bâtiment. Voilà un exemple de survie du patrimoine. Oui. Bonsoir, je vais me présenter peut-être. Je suis Emmanuel Torlasco, je suis secrétaire général de l'Union des industries de carrières et matériaux de construction des Pays de la Loire, l'UNICEF. Pour donner un exemple de valorisation de patrimoine de carrière, pour répondre à monsieur, vous avez un exemple, vous en avez deux, un dans le département, mais il parle en même temps, donc il ne peut pas entendre. Il y en a un qui s'appelle toujours la carrière, à Onyx, à Saint-Herblain. C'est une ancienne carrière, oui. C'est une carrière qui est en eau et qui sert de salle aujourd'hui, qui est très très belle. Vous avez un autre exemple de valorisation, alors là c'est plus industriel, puisque c'est Bougnay, c'est le centre d'enfouissement technique des déchets du BTP, donc déchets non dangereux et inertes, je précise. Et enfin, un troisième type de valorisation qui n'est pas très très loin. Vous allez en Mayenne, un site qui s'appelle Ecologia, qui aujourd'hui a été racheté par deux personnes que j'ai rencontrées qui sont très très intéressants. Ils ont racheté, ils cherchaient d'abord un étang de carrière, ils en ont trouvé 3. Le site Ecologia, et ce sont 3 carrières qui répondent à 3 histoires différentes. Si je me souviens bien, une carrière de marbre, dont le marbre a servi à faire le petit triangle, entre autres. Les fours à chaud, avec un train qui arrivait à cette époque, à cet endroit-là, et une carrière de roche massive qui a servi jusque dans les années 80, me semble-t-il. Aujourd'hui, c'est un site touristique qui le réhabilite en totalité. Et c'est un troisième intérêt. Il se trouve que ce sont des carrières de roche massive, et donc l'eau est particulièrement pure de ce fait-là.
Et il s'agit de la réserve d'eau potable de la Mayenne et de Laval en cas de défaut. C'est répertorié comme ça, en cas de défaut sur le réseau d'eau. Donc vous voyez, il y a des exemples de réhabilitation, il y en a des quantités. J'imagine que vous avez, pour faire cette conférence, ce dossier, rencontré des carriers. Oui. 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 Et donc, c'était intéressant parce que vous avez eu des rencontres avec des carriers. Et alors vous en dire un peu plus. Que vous dire que j'ai rencontré des gens qui sont passionnés par leur travail. Et donc, du coup, comme moi, je m'intéresse au patrimoine industriel, à la filière industrielle, forcément, on a des accointances. Donc voilà. En fait, les carriers que j'ai pu rencontrer sont des personnes, mais je sais pas, enfin, c'est pas très objectif ce que je vais vous dire, mais ce sont des personnes qui sont passionnées, en fait, par la pierre, aussi par l'histoire industrielle. Quand je suis allée, pour la nommer, à la carrière de la Faubretière, j'ai expliqué notre démarche. Tout de suite, on m'a sorti l'histoire du site, on m'a sorti aussi des photos de concasseurs dans d'autres carrières. Enfin, voilà, voilà. Je ne sais pas à quelle réponse vous vous attendiez sur les carriers. Enfin, j'ai trouvé des gens qui m'ont parlé avec passion de leur métier. J'ai une deuxième question. Vous avez rencontré aussi des riverains? Alors non. Alors effectivement, je n'ai pas rencontré de riverains. Je n'ai pas rencontré de riverains parce que c'était pas forcément l'objet en fait du recensement. Le recensement était de travailler sur l'histoire de la filière extractive. Oui, mais moi je lis dans votre présentation, vous parlez d'enjeux en matière de paysage et d'environnement. Les riverains, ça fait partie de l'environnement. C'est un peu dommage. L'impact des carrières sur l'environnement, sur les riverains, c'est aussi important. Je vous dis, l'objet du recensement était de s'intéresser à l'histoire industrielle. Vous publiez votre conférence, recensement des carrières des Pays de la Loire. Ce n'est pas un objet d'étude patrimoniale, parce que le patrimoine, là, pour le moment... Après, ça, c'est votre point de vue. Moi, je ne le partage pas, parce qu'effectivement, je trouve que les carrières sont un objet de patrimoine. Et monsieur, qui est géologue, va considérer que les carrières sont du patrimoine géologique. Quand l'année dernière, en 2004... je vais juste répondre à votre question. En 2014, on a fait les rencontres régionales du patrimoine, qui avaient pour thème les carrières. Et donc, effectivement, on a posé cette question. Les carrières, un patrimoine, point d'interrogation. Et autour de la table, on avait invité des géologues, le BRGM, qui a expliqué pourquoi les carrières étaient importantes d'un point de vue géologique. On avait des botanistes aussi qui étaient là, qui expliquaient pourquoi les carrières étaient un enjeu environnemental. Parce que, effectivement, dans les carrières, il y a des biotopes qui se développent. Donc, après, tout est une histoire de point de vue, et là, vous vous placez. Effectivement, nous, en tant qu'historiens d'art, on va considérer que les carrières participent à l'histoire industrielle d'une région et leur étude est importante pour comprendre comment on a construit des routes, comment on a amendé les terres, comment on a construit des briques. Et si on s'arrête simplement, par exemple, en étudiant la briqueterie, mais qu'on ne se pose pas la question de savoir mais où a-t-on extrait la terre qui a alimenté cette briqueterie, cette route, quelles sont les pierres, les pavages, par exemple mes collègues qui ont travaillé sur Nantes, sur l'évolution des rues à Nantes, d'où viennent les pavés qui sont faits à Nantes? Le fameux granit bleu de l'entreprise Barré, ça venait aussi du territoire du vignoble. Donc vous voyez, tout dépend du point de vue où on se place. Je n'entrerai pas dans la polémique de savoir effectivement on est riverain d'une carrière ou pas, les désagréments. Moi, c'est une autre question qui intéresse peut-être d'un point de vue, mais là, ce n'était pas l'objet de l'étude, d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire effectivement l'impact d'une carrière, mais là, à ce moment-là, je pense que c'est à des sociologues d'intervenir et pas forcément à des historiens ou des historiens de l'architecture.
Voilà pour la réponse. On va prendre une dernière question et puis ensuite vous pourrez continuer. Bonsoir, Madame Godin. Je suis un peu embêté parce que je ne sais pas dans quelle direction ma question va se placer. J'aimerais bien savoir si vous le savez, combien il reste, par exemple, en Loire-Atlantique, pour limiter la question de la Loire-Atlantique, de carrières encore en fonctionnement. C'est-à-dire, l'extrait de la pierre, quel type de pierre, je ne vais pas vous demander quel type de pierre, est-ce qu'on prend n'importe quel type de pierre pour faire n'importe quoi? Un jour, on va apporter un échantillon d'éclogistes en me disant ouais, ces éclogistes ont fait du ballast, alors c'est une pierre de qualité. Je voulais savoir combien, une seule question, combien reste-t-il de carrières en activité en Atlantique? Alors c'est une bonne question, je ne peux pas vous dire en Loire-Atlantique parce que je n'ai emmené avec moi que le chiffre pour la région Pays de la Loire et je vous ai dit 220 carrières en activité pour l'ensemble de la région. De mémoire, il me semble que c'est le Maine-et-Loire qui était en premier, la Loire-Atlantique devait arriver en deuxième, donc si vous divisez le chiffre par 5. Est-ce qu'on emploie... Ça, c'est quelque chose qui m'a surprise, mais à la limite, je laisserai peut-être plutôt monsieur y répondre. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, il y a des carrières de granit qui sont utilisées pour faire du concassage pour les routes. Donc, ça peut surprendre. Et lors de ces fameuses rencontres régionales de l'année dernière, on avait un tailleur de pierre qui a intervenu et qui a posé cette question en fait de aujourd'hui, il n'y a plus de carrière de granit en activité en Pays de la Loire pour faire de la taille de pierre. Le granit est utilisé pour faire du concassage. Voilà.